Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 14h pour cette nouvelle émission. On va parler du harcèlement en ligne, mais pas du harcèlement de tout le monde, des personnalités politiques. Figurez-vous que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est la personnalité politique française qui subit le plus de cyberharcèlement. On en parlera avec le responsable des campagnes numériques de la France Insoumise et puis on parlera plus largement bien sûr du cyberharcèlement. Ensuite, on fera le point avec Georges Kousmanovic en direct de Kazan du sommet des BRICS. Où en est la diplomatie de la Russie? Vladimir Poutine a voulu montrer sur la scène internationale qu'il n'était pas isolé. Est-ce que ça fonctionne? Et qu'est-ce qui s'est dit au BRICS? Et en deuxième partie à 13h, notre invité sera Marc Joly. Il est l'auteur de La pensée perverse au pouvoir, une lecture psychanalytique d'Emmanuel Macron. Faut-il s'inquiéter de l'état psychologique du président de la République? Vous pourrez réagir, poser vos questions. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre premier invité est Bastien Parisot, responsable des campagnes numériques de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous avoir sur le plateau parce que il y a l'entreprise Sefber qui lance un observatoire du cyberharcèlement des personnalités politiques en ligne pour sonner l'alarme sur le cyberharcèlement qui est devenu vraiment un fléau dans la société. Et il s'avère que pour cette première étude, sur 250 000 messages jugés problématiques, reçus par 27 personnalités politique, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a la palme, qui est le plus cyberharcelé. Première place du classement avec un taux de toxicité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de commentaires reçus et le nombre de commentaires problématiques de 80%, et 22% de la totalité des messages toxiques qui sont envoyés aux 27 personnalités. Alors il y a au sein des personnalités, vous avez Bruno Le Maire, Jordan Bardella, Marine Le Pen, Éric Zemmour, vous avez tout le monde, Emmanuel Macron évidemment, mais c'est de loin Jean-Luc Mélenchon qui attire la haine des internautes. Pourquoi ? D'abord, Jean-Luc Mélenchon, c'est une personnalité qui est très suivie sur les réseaux sociaux. Quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, il faut juste comprendre ça. C'est 1 million de personnes qui le suivent sur YouTube, c'est 2,6 millions sur TikTok et c'est 2,8 millions sur Twitter. C'est-à-dire que si vous retirez Emmanuel Macron, ce qui est logique, il est président de la République, c'est la personnalité politique la plus suivie sur les réseaux sociaux. Donc, de fait, déjà, c'est celui qui a le plus d'audience. Donc, si on se contente de compter en quantité, c'est assez logique que ce soit lui. Mais sur le fond, pourquoi ? Je pense qu'il y a une réponse qui est relativement simple. Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez pas l'attraper sur des condamnations qu'il aurait reçues parce qu'il aurait, je sais pas quoi, détourné, je sais pas quoi. Il l'a pas fait. Il n'a pas été condamné. Donc, ses adversaires politiques essayent de trouver une façon de salir son image, salir sa réputation. Et la façon qu'ils ont essayé de mettre en place depuis maintenant plusieurs années, qu'ils mettent en place depuis plusieurs années, c'est le harcèlement numérique. Donc, selon vous, ce sont des officines politiques qui organisent ce harcèlement. C'est évident. D'ailleurs, l'étude, elle est intéressante pour cette raison-là, c'est qu'elle ne fait pas que de dire voilà, il y a du harcèlement en ligne, elle donne aussi des indications sur la forme du harcèlement et surtout la nature du harcèlement. C'est-à-dire 80% des commentaires toxiques, ce sont des insultes et des messages de haine sur des questions identitaires. C'est écrit noir sur blanc dans l'étude, avec cette citation, là je cite, encourage la haine ou la discrimination basée sur l'identité. Pardon, mais qui organise ça dans le pays ? Ça correspond à quel champ politique, quel camp politique de parler de ce genre de choses à l'extrême droite. Mais il y a aussi eu des campagnes de, alors peut-être pas de harcèlement, mais où on a vu pareil des militants de la France Insoumise s'attaquer aussi à d'autres. Je pense à ceux qui ont quitté le parti ou d'autres. Il y a quand même, c'est un jeu politique qui existe. Non, mais il y a deux choses à différencier tout de suite. Il y a la réaction sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un espace de réaction et de prise de parole publique. Donc si, comme quelqu'un qui passe souvent ici, qui s'appelle Françoise Degois, vous passez votre temps ou un tweet sur deux à venir insulter les insoumis, de fait, les insoumis vous répondent. Ça s'appelle pas du harcèlement, ça s'appelle de la réponse. Et je cite Françoise Degois parce qu'elle s'est permis publiquement de dire que les insoumis organisaient des campagnes de harcèlement contre elle, ce qui est évidemment complètement faux. Par contre, oui, quand elle dit du mal des insoumis, les insoumis sont libres et ont le droit de venir répondre. Mais ça, c'est pas organisé. Voilà. Ça, c'est pas une question d'être organisé ou pas. Non, c'est pas organisé en plus. Non, pardon, les insoumis, la force qu'on a, l'une des forces qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est que nos militants utilisent très bien les réseaux sociaux. Ils ont les
codes, ils ont les pratiques, etc. Donc ils savent répondre, ils savent interpeller. Donc si vous venez dire des horreurs sur nous, oui, vous avez des militants qui viennent vous répondre. C'est à différencier de la question du harcèlement, où vous avez des cellules organisées, où pendant des jours et des jours et des jours et des jours, on vient vous mettre des messages de haine, des messages racistes, des horreurs pires les unes que les autres, etc. Là, on peut le voir, il y a quand même un sujet qui cristallise ce cyberharcèlement, c'est la cause palestinienne. C'est Aymeric Caron, député Nouveau Front Populaire, qui partage souvent les messages de mort, de menaces de mort, etc. Rima Hassan également, qui est attaqué pas seulement sur les réseaux sociaux, mais par la presse aussi, avec des Canard enchaîné qui parlait de Lady Gaza, par exemple. Il y a une volonté, là, clairement, d'attaquer, extrêmement violente aussi, avec des menaces de mort. Est-ce que c'est pris au sérieux parce que le cyberharcèlement, c'est quand même 7 ans de prison et 75 000 € d'amende. Les menaces de mort, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par la justice. Est-ce que là, il y a une réponse juridique de la part de la France Insoumise? Je vais répondre à la question après, mais juste rebondir sur une chose que vous avez dite pendant le début de la question. Vous avez parlé du harcèlement de certains médias aussi contre certaines personnalités. Mais en fait, aujourd'hui en France, vous avez une partie des médias qui essayent d'imposer une ligne éditoriale qui est une ligne éditoriale d'extrême droite. Je parle de CNews, je parle de Valeurs Actuelles, c'est évident, je parle d'Europe 1, par exemple, pour citer que. Et c'est évidemment ces médias-là qui sont le plus repris contre les personnalités insoumises quand on essaye de les cibler. Mais pas que d'ailleurs. Parce que si on veut parler vraiment du harcèlement, et je pense que c'est ce que vous voulez faire après, il n'y a pas que les insoumis qui sont ciblés, par l'extrême droite et par les trolls d'extrême droite, pas que les insoumis non plus, parce que, par exemple, Macron, ils l'ont lourdement attaqué sur sa vie privée, sa femme, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien, il y a une corrélation complète entre ce que fait le rôle qui est joué par les médias et ce que font les militants ensuite en ligne. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les cartouches, si je peux dire ça comme ça, qui leur sont filées par les officines de propagande d'extrême droite que j'ai citées un peu plus tôt. Et c'est toujours la même méthode, Et juste, je voulais aussi vous dire ça, c'est que on l'observe en France sur les réseaux sociaux, mais on l'observe aussi ailleurs dans le monde. Si vous faites un pas en arrière et que vous retournez en 2018 à l'élection de Bolsonaro au Brésil, d'ailleurs il y a un documentaire qui était sorti sur Arte qui est absolument formidable et qu'il faut voir si vous pouvez, qui s'appelle La Fabrique du consentement. C'est une série de documentaires et il y en a un numéro spécial, un épisode sur l'élection de Bolsonaro. Bolsonaro, ce n'est que des campagnes de haine contre le candidat qui est en face de lui, qui était Fernando Haddad, pendant que Lula était mis en prison, d'ailleurs par un juge d'extrême droite qui ensuite a été ministre de Bolsonaro. Bref, Bolsonaro ne faisait que des attaques basées sur la haine, des attaques sur l'homosexualité présumée du candidat en face, etc., avec des montages grossiers, et ça fonctionne exactement de la même façon en France. Si vous regardez ce que fait Trump encore aujourd'hui aux États-Unis, c'est 80% ça. Quand il attaque Kamala Harris, c'est 9 fois sur 10 n'importe quoi. Quand il s'en prend aux immigrés, c'est 9 fois sur 10 n'importe quoi, etc., etc., etc. Je voulais juste vous dire ça parce qu'il me semble important de préciser qu'on est dans un contexte où l'extrême droite utilise les mêmes méthodes partout. Donc là, l'étude, elle est très bien parce qu'elle verbalise quelque chose, elle montre quelque chose, mais en fait, c'est absolument pas un scoop. Pendant la campagne présidentielle, parce que si c'est mon taf et que c'est mon métier, donc je le fais. Mais pendant la campagne présidentielle, j'avais pris le temps d'analyser ce qui se passait, notamment venant des réseaux sociaux de Zemmour, où ils avaient une force de frappe indéniable sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, où ils organisaient ce qu'on appelle une tendance, ils arrivaient à rentrer dans ce qu'on appelle la tendance, c'est-à-dire que c'était l'un des sujets les plus discutés sur Twitter en France pendant une journée. Généralement, c'était des messages de haine basés sur leur délire habituel, sur l'immigration, la sécurité, je sais pas quoi, ou des messages hyper agressifs contre la gauche. Le jour de l'élection, du premier tour, Zemmour est balayé avec un score minable. Le lendemain, les tendances s'arrêtent. En comparaison, l'une de mes responsabilités à la France Insoumise, c'est d'organiser la mobilisation des militants sur les réseaux sociaux. Donc je sais ce que ça demande comme effort et comme travail pour faire en sorte que les sujets soient massivement traités, mis en avant, etc. En comparaison, nous, on a continué à être en tendance tous les jours pendant 2 ou 3 semaines, après le fait que Jean-Luc Mélenchon soit pas allé au second tour, et on a été en tendance pendant toutes les législatives. La différence entre eux et nous, c'est que nous, on a des vrais comptes, des vrais militants derrière les comptes qui défendent leurs idées. Eux, c'est souvent des comptes anonymes, c'est des comptes où vous n'avez pas le nom de la personne. Je suis pas contre l'anonymat en ligne, c'est pas ce que je dis, simplement ça vous donne une explication, une analyse de ce qui est en train de se passer. Et c'est des comptes qui, à partir du 10 avril, ont arrêté d'avoir des comptes de fermatrol en quelque sorte, des faux comptes, des comptes bots qui utilisent
Et je pense même qu'ils les ont financés. L'intelligence artificielle pour poster, partager, créer des tendances. Bien évidemment. Et ça, je pense vous même l'utilisez qu'ils pas dans des campagnes particulières à la France Insoumise? Non, mais jamais franchement, pour 3 raisons. La première va peut-être vous faire sourire, je vous le dis, mais c'est que j'ai une plus haute estime de moi-même. La deuxième, c'est que ça correspond absolument pas aux valeurs de la France Insoumise de faire ce genre de choses. Et la troisième, c'est qu'en fait, pardon, mais nous, on n'a pas assez d'argent pour le perdre là-dedans. Mais alors, pour l'autre partie de la question sur la réponse juridique à ce cyberharcèlement qui va jusqu'à la menace de mort, est-ce que vous travaillez avec des avocats ou est-ce que chaque personnalité qui se retrouve attaquée répond et va chercher, puisque on apprend, Magali Berda par exemple a eu gain de cause et a fait condamner plusieurs personnes qui la cyberharcelaient, Thomas Joly également, il a raison parce que ce qu'il a ramassé. Voilà, il a été cyberharcelé suite à la cérémonie d'ouverture des JO. Il y a plusieurs personnes qui sont mises en examen et qui vont être jugées pour cyberharcèlement. Qu'en est-il pour les personnalités de la France Insoumise? D'ailleurs, juste un point sur Thomas Joly, au-delà de lui apporter tout mon soutien dont il se passe, j'imagine, mais juste l'une des personnes mises en cause était un candidat aux législatives sous l'étiquette du parti d'Éric Zemmour. C'était un suppléant, absolument, sous l'étiquette. Candidat suppléant aux élections législatives. Donc encore une fois, il y avait des profils très 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 différents. Vous avez 22 ans, 59 ans, etc. Un homme de 75 ans, un jeune. Enfin, voilà, tout le monde a l'impression d'être derrière un compte anonyme et donc se lâche entre guillemets et va jusqu'à menacer de mort, alors qu'ils ne se rendent pas compte que c'est passible quand même je le rappelle, 7 ans de prison et 75 000 € d'amende. C'est pas rien. Alexis Poulain, franchement, si vous remettez les choses dans leur contexte, imaginez quelqu'un qui sort dans la rue et dès qu'il prend la parole, vous avez 4 types qui viennent l'insulter. C'est même pas lui répondre sur le fond, parce que ça, à la limite, moi j'ai rien contre le débat sur les réseaux sociaux, mais qui viennent l'insulter. Des pires horreurs. Et sur sa sexualité, sa religion, sa couleur de peau, etc. On le tolérerait pas, un truc pareil. Mais on le tolère pas d'ailleurs. Donc, le mec finirait en procès, enfin les 4 finiraient en procès, il serait condamné. Pourquoi sur les réseaux sociaux on le tolérerait? Mais on le tolère pas non plus. On n'a pas à le tolérer. On n'a pas à le tolérer, sauf que, moi c'est mon métier depuis plusieurs années maintenant, 90% des gens qui font ça ne sont jamais condamnés, jamais même menacés. Et si vous préférez, il y a 2 façons de traiter le sujet. Soit vous passez par les plateformes, c'est-à-dire Twitter, enfin X maintenant, Facebook, TikTok, etc. Et vous voyez avec eux pour que eux fassent le travail, sauf qu'ils ne le font pas. Et ils ne le font pas pourquoi? Parce que comment ça fonctionne les plateformes, les réseaux sociaux? Comment ils se financent? Ils se financent parce que plus il y a d'interactions, plus il y a de vues, plus ils peuvent vendre cher l'espace publicitaire. Or, les campagnes de diffamation, de harcèlement contre une personnalité, par exemple celle de Jean-Luc Mélenchon, créent de façon logique et nécessaire, enfin pas nécessaire du tout d'ailleurs, mais logique, évidemment des interactions, évidemment des vues, etc. etc. Donc il se passe des choses sur la plateforme. Donc puisqu'il se passe des choses sur la plateforme, il y a plus de vues sur les tweets. Donc s'il y a plus de vues sur les tweets, ils peuvent dire on va vendre plus cher notre espace. Donc ils ne traitent pas le problème, ni eux, ni le groupe Meta, Facebook, Instagram, etc. La deuxième façon de traiter le problème, c'est de passer par le pouvoir politique. Et le pouvoir politique sur le sujet, mais il fait rien. Il fait rien, et les seuls qui ont factuellement été condamnés, enfin les seuls exemples que j'ai en tête en tout cas, peut-être que vous en avez d'autres, mais les seuls que j'ai en tête de personnes, d'utilisateurs des réseaux sociaux qui ont été condamnés pour avoir dit du mal d'une personnalité politique, c'est quand ça concerne Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, oui, Thomas Joly, Emmanuel Macron, mais sur et c'est pas des choses à prendre à la légère. D'abord, le problème du harcèlement, c'est un problème qui est plus large que sur les réseaux sociaux, parce que par exemple le harcèlement au collège, qui fait des ravages, et le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est H24. Et on fait vraiment pas grand chose politiquement aujourd'hui pour prendre et pardon, mais je voudrais juste vous rappeler un truc. Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils avaient des projets d'assassinat contre lui. Donc il faut comprendre que ok, c'est que numérique. Ok, 9 fois sur 10, il se passe rien. Sauf que moi, j'ai un exemple d'un militant dont je tairai le nom, qui un jour, il se faisait harceler en ligne depuis des mois, près de la ville où il était étudiant. Et un jour, il y a des mecs qui sont venus lui casser la gueule quand il rentrait de la fac. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nier le fait qu'un jour, ça peut pousser des gens à passer à l'acte. Justement, c'est pour ça, ma question, c'est quelle est la réponse juridique que vous apportez à cette violence en ligne? Nous, on ne peut pas apporter de réponse. Qu'est-ce qu'on fasse avec des avocats aller si, bien sûr qu'on peut le faire, sauf qu'en fait, c'est des comptes anonymes, que les plateformes ne nous donnent pas nécessairement l'identité de la personne, que la police donne pas suite, il n'y a pas d'enquête spécifique sur le sujet, et que donc vous pouvez toujours essayer d'aller le faire, mais ça ne sert
À l'heure actuelle, absolument rien. Et ça, franchement, je suis sûr que les gens qui nous écoutent peuvent être d'accord avec moi là-dessus, qu'ils soient d'accord politiquement ou pas avec la France Insoumise. En fait, c'est complètement anormal. Vous n'avez pas à subir du harcèlement, peu importe vos opinions politiques. Et donc, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, et à la limite, Jean-Luc Mélenchon, je vais vous dire un truc. Il a l'expérience qu'il a, il a l'intelligence qu'il a, et donc il est en mesure de se protéger de ça. Quand ça tombe sur un militant politique, je discutais avec un militant hier, il a 20 ans. Il se fait harceler, mais de façon sérieuse. Le mec reçoit des messages de mort, des menaces de mort, etc. tous les jours. Pour lui, c'est pas le même exercice et ça veut pas dire la même chose. Il n'a pas la même expérience dans la vie, il n'a pas le même recul, etc., etc. Donc, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet sur lequel, pour l'instant, politiquement, il ne se passe rien. J'espère bien qu'un jour, on gérera ce problème-là. J'espère aussi. C'est pour ça que Sefbert a décidé de publier maintenant mensuellement ce baromètre de cyberharcèlement des personnalités pour montrer que si ça touche les personnalités, ça touche, comme vous le dites, les militants, mais aussi les personnes lambda, les écoliers. Et c'est un problème de société beaucoup plus large. Merci beaucoup, merci à vous. Bastien Parisot, d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, on se retrouve pour l'édito et puis on fera un point sur le sommet des BRICS à Kazan. Tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et l'édito, c'est un point d'étymologie important sur l'expression « travail au noir », puisque durant les débats budgétaires, le député Frédéric Maillot a interpellé ses collègues sur cette expression « travailler au noir ». On l'écoute. Partager avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle, sans tomber dans un jugement de valeur, mais... Pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé? Liste noire, mouton noir, broyer du noir, et pourtant on dit bien un vote blanc et personne n'aura choisi. Alors oui, d'accord, mais le problème c'est que cette expression « travail au noir », elle provient du Moyen-Âge, et bien avant qu'il y ait toutes ces questions de racialisation, il était interdit de travailler la nuit au Moyen-Âge, comme il était interdit d'ailleurs aux chevaliers de se battre après la tombée de la nuit, et on ne pouvait pas faire travailler les employés à la lueur de la bougie ou les faire travailler au noir, d'où l'expression. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours eu une diabolisation des animaux nocturnes, le chat, le hibou, la chauve-souris, et donc les échoppes devaient également fermer à l'époque. Mais ces expressions, on pourrait aussi se poser la question, pourquoi on dit arme blanche, nuit blanche? Et puis, vu qu'on parle de travail dissimulé, quand il est question de dissimuler l'argent, on parle de blanchir de l'argent. Là aussi, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les débats sémantiques sont importants, mais l'étymologie aussi, je ne sais pas si ça va faire avancer les débats. En tout cas, à l'Assemblée nationale, il s'en passe des belles, puisque au-delà de ce débat clé pour l'avenir du budget, on apprend qu'un collaborateur de la députée Ercilia Soudet a été interdit d'accès à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Richie Thibault, ancien gilet jaune, qui a été tout simplement interdit d'accès parce que ce serait un trouble à l'ordre public. On se rappelle que Richie Thibault avait appelé à l'intifada lors d'une manifestation début octobre sur la Palestine. Et là, il a été notifié par un gendarme de la garde républicaine qu'il était interdit d'accès au site en tant que collaborateur parlementaire. Alors bien sûr, les équipes de la députée et les avocats ont fait appel et vont essayer de voir ce qui se passe, mais il s'en passe des belles quand même à l'Assemblée nationale. Tout ça ne nous donnera pas un budget noir ou blanc, c'est plus compliqué que ça, vous verrez. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler de ce sommet des BRICS à Kazan est Georges Kousmanovic, président de République Souveraine et membre du comité de rédaction de Fréquence Populaire. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors, vous étiez à Kazan, sur place, à Kazan, où Vladimir Poutine a montré une diplomatie où la Russie n'était pas du tout isolée. Même le secrétaire général de l'ONU a fait le déplacement. Il y avait le président chinois, le président indien et plus d'une trentaine de chefs d'État. Quelles ont été les conclusions de ce sommet des BRICS, rapidement? Alors, si je peux me permettre juste avant une remarque à méditer pour nos amis de gauche qui sont préoccupés par les mots, cette célèbre phrase de Jean Jaurès qu'il semble avoir oubliée, quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Voilà. Eh bien, on ne changera pas les mots. Et ici, on parle vrai à Sud Radio. Donc, alors ce qui est amusant, c'est que j'ai pu suivre de loin comment les choses étaient analysées en France. Et pour le moins, c'est qu'on a pu voir
on a vu que ce qui était dit, c'est Poutine a voulu montrer qu'il n'était pas seul. Oui. Bon, en fait, les BRICS ne se sont pas réunis pour montrer que Poutine n'est pas seul. Xi Jinping ou Narendra Modi, le Premier ministre indien, ne prennent pas l'avion pour faire la claque à Vladimir Poutine pour le soutenir, quoi. Ils se sont réunis pour faire avancer leur organisation qui s'appelle les BRICS. Mais l'effet secondaire, c'est que ça montre que la Russie n'est pas isolée, pour le moins. Et c'est vrai que si on compare avec la tentative de faire une réunion pour la paix au Liban par Emmanuel Macron, qui n'arrive pas à ramener ni les Iraniens, ni les Israéliens, ni les Américains, ni personne, on voit qui est isolé, qui n'est pas isolé, et qui se déplace chez qui. Donc, clairement, de ce côté-là, c'était un gros plus pour la Russie et pour Poutine. 35 chefs d'État, 6 organisations internationales, dont l'ONU, et puis pas des moindres, ça représente quand même 45% de l'humanité, un PIB qui est de 9 points supérieur à celui du G7, et quasiment le gros de la production industrielle et des ressources. Alors je dis ça parce que c'est important, sinon on ne comprend pas ce qui se passe. Et alors par contre, beaucoup était attendu de ce sommet BRICS+. Alors il faut préciser, BRICS, c'est les 9 pays qui maintenant sont dans les BRICS, en plus du Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud, il y en a 4 nouveaux. Et l'Arabie Saoudite est entre les deux, et pas encore complètement dedans, c'est entre les deux, c'est en processus. Mais là, c'était BRICS+, c'était des États qui sont venus, donc au total 35, pour observer. Donc c'était pas pour voir comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est que ça avait une petite tête de mini-ONU. Et la présence de Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a renforcé ce caractère. Maintenant, beaucoup était attendu. Certains qui soutiennent les BRICS espéraient qu'il y aurait des annonces de nouveaux États, ou alors qu'il y aurait une plateforme de paiement qui contre le dollar qui serait lancée. Ça n'a pas été le cas. Et même mais il y avait des discussions sur cette idée d'une nouvelle monnaie. C'était pas le but de ce sommet, mais est-ce que c'est quand même un but à moyen, à long terme? Alors, c'est un but à moyen et à long terme avec un piège qu'ils font à l'Occident et en particulier aux États-Unis. Je vais vous expliquer ça en quelques mots. Alors, selon moi, alors ce n'est pas une monnaie à part. Ce sera une plateforme de paiement pour échanger les monnaies des pays nationaux quand ils font du commerce entre eux parmi les BRICS. Et ça serait basé sur une crypto-monnaie. Donc on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ils y travaillent. Sauf que ça n'a pas été annoncé. Et ce qui a été annoncé, c'est quelque chose d'assez... Quand on voit le résultat final du texte, c'est assez mou. Ce qui a été dit, c'est, il faudrait... Ce n'est pas en confrontation avec l'Occident. Il faudrait que... le SWIFT doit être maintenu. Et il faut que les institutions internationales, plutôt tenues par les Occidentaux, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le G20, continuent à fonctionner. Mais nous, États BRICS, nous aimerions avoir une place supérieure dans ces institutions qui correspond au poids réel de nos économies et de nos populations. Or, ça, c'était la demande initiale des BRICS quand ce n'était pas encore grand-chose. Et ce qui fait que maintenant, la balle est dans le camp occidental. Et c'est une sorte de piège, je pense, qui est tendu à l'Occident, puisqu'ils disent, écoutez, on ne vous déclare pas la guerre, mais par contre, il va falloir ouvrir ces institutions que vous contrôlez. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même... On parle d'un retour d'un monde multipolaire avec une perte de vitesse des États-Unis, avec ces institutions internationales qui sont remises en cause, y compris par Israël qui ne respecte pas du tout l'ONU et qui attaque la FINUL, par exemple, au Liban. Et de l'autre côté, les BRICS qui veulent un ordre international différent, avec non pas des sanctions imposées par un bloc ou un État, mais plutôt une bonne intelligence et un travail sur le domaine de l'économie. Et l'idée, en fait, c'est un peu de voir qu'il y a deux mondes qui sont en train de se faire jour. L'Occident, qui se referme sur lui-même, qui choisit de fermer les rideaux, qui ne voit plus le monde tel qu'il est, et puis ces pays du Sud qui
se base quand même sur une histoire coloniale qui a fait beaucoup de mal, l'utilise. C'est pas pour rien que Vladimir Poutine choisit Kazan, à majorité musulmane, puisqu'il y a une diplomatie envers les pays musulmans de la part de la Russie. Est-ce que c'est ça qui va aujourd'hui rythmer les échanges internationaux, ces deux blocs qui ne vont pas se faire face en tant que tels de manière directe, sauf peut-être en Ukraine et on le voit au Moyen-Orient, mais deux façons d'envisager les échanges internationaux? Alors, oui et non, Alexis. Le fait, il y aura deux blocs si, comme tu l'as dit, les Occidentaux se referment sur eux-mêmes. Mais beaucoup d'États candidats aux BRICS ou ceux qui sont dans les BRICS ne veulent pas ça, ne veulent pas rompre les liens. De toute façon, les liens sont forts. Par exemple, entre la Chine et l'Europe, les liens commerciaux. Et puis on l'a vu dans la résolution, les Russes étaient beaucoup plus en confrontation, c'est fort logique avec la guerre en Ukraine. Les Chinois étaient, disons, entre les deux, mais les Indiens étaient pour une résolution qui soit ouverte sur le monde anglo-saxon, parce qu'eux, ils sont gaullistes, les Indiens. Ils appliquent l'adage du général de Gaulle. Les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, et ils achètent des avions Rafale à nous, ils négocient des trucs avec les Américains, ils viennent de passer un accord. D'ailleurs, ça, c'était un moment important, juste avant le sommet, l'accord de paix sur le problème frontalier entre l'Inde et la Chine, qui ont été signés par Xi Jinping et Narendra Modi, donc ça a été un gros truc déjà dans ce sommet. Mais le point principal, c'est que ça a été dit par beaucoup de participants, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest. Donc oui, ils rappellent le colonialisme, ils rappellent le néocolonialisme, et ils disent, mais maintenant la balle est dans votre camp. Soit vous changez les relations que vous aviez avec nous, soit vous allez finir tout seul. Et ils ont beaucoup insisté là-dessus, de facto, sans jamais le dire, mais c'est entre les lignes. On est déjà dans un monde multipolaire. Pas besoin d'y aller. On y est. Alors, encore une fois, c'est pour ça que j'ai parlé du gros des productions industrielles, du gros des ressources. Il y a eu beaucoup de discussions sur les politiques d'investissement, en particulier par la nouvelle banque de développement qui est présidée par Mme Dilma Rousseff. Et les investissements se font en Eurasie. C'est là-bas que va l'argent. Donc, de facto, ils ont déjà gagné. C'est pour ça que je dis, c'est comme s'ils ont donné la balle au camp occidental, dire, écoutez, le monde a changé, à vous de faire le choix. Soit vous embarquez, bien sûr, vous perdez votre position hégémonique, mais ça ne veut pas dire que vous disparaissez. Les États-Unis sont toujours, par exemple, une méga puissance, mais on n'accepte plus votre position hégémonique. Maintenant, on va voir quelle va être la réponse des Occidentaux. Après, clairement, du côté états-unien, le fait de perdre cette position hégémonique n'est pas vu comme un progrès ou souhaitable. Les déclarations de Donald Trump sur justement les pays qui souhaiteraient affaiblir le dollar, il voudrait, s'il était réélu, relancer une guerre commerciale farouche avec la Chine, par exemple. C'est pas du tout comme ça qu'est perçu le dialogue du côté occidental, sans compter que, comme vous le disiez, il y a des liens économiques assez forts entre la Chine et l'Europe, l'Inde qui achète des Rafales. Les Occidentaux peuvent jouer aussi la division face aux BRICS en disant non mais attendez, si vous décidez de jouer, vous nous passez la balle de cette façon-là, on peut aussi faire de l'anti-jeu et empêcher l'avènement de cette autre polarité. Mais le monde multipolaire est déjà là. Et vraiment, c'est ce qui ressort très clairement. Alors oui, si les Occidentaux, en particulier les États-Unis, décident de ne pas abandonner leur position hégémonique, ils pourront s'attaquer à des États plus faibles, des États en Afrique, des États en Amérique latine. Mais vous voyez, quand Sullivan va en Chine, bon, il est gentiment reconduit à son avion. Les Indiens ferment toute porte à des contraintes et des pressions géopolitiques depuis des années maintenant. Donc, ils n'arrivent pas à contraindre les gros, qui sont quand même les trois là, Russie, Inde et Chine, font partie des 5 premières économies mondiales. Donc, bon, ça commence à être difficile de les contraindre, de toute façon. Maintenant, les déclarations de Donald Trump. Bon, ils sont dans une élection, ça va se passer dans quelques jours, dans 2 semaines, moins de 10 jours. C'est des slogans lancés en l'air, surtout Donald Trump est quand même connu pour ça. Qu'en sera-t-il réellement? Moi, ce que je sais, parce que je suis aussi américanophile et je connais très bien les États-Unis, c'est qu'il y a quand même une très très forte discussion dans la société américaine, tant chez les démocrates intellectuels de la côte Est que dans la population profonde du Middle West, c'est
Mais pourquoi est-ce qu'on a dépensé tant de trillions de dollars pour aller faire des guerres qui servent à rien, enfin, en Irak, en Afghanistan, Ça en commence Syrie? à poser question. Ben, on va parler justement Tout a dans été un instant. perdu, c'est des guerres perdues, et bon, si on faisait autrement, si on s'occupait de nous-mêmes, on a des problèmes d'infrastructure, d'accès aux soins. Voilà, donc on verra ce que ça donnera, mais je pense qu'on a une opportunité d'avoir un monde un peu différent. Le monde unipolaire a été un monde très conflictuel. Le monde multipolaire, comme on l'a vu là, encore une fois, avec l'Inde et la Chine qui ont résolu leur conflit, et je crois une option intéressante pour l'avenir. Et ça n'est pas pour rien que le secrétaire général de l'ONU y était, lui qui a dû subir quasiment une déclaration de guerre en direct de la part de Netanyahou à plusieurs États. Ouais. On va en parler justement dans un instant. On va marquer une pause et puis on parlera de l'Ukraine, du Proche-Orient et de ce sommet des BRICS avec vous, Georges Kuzmanovic. 0826 300 300 si vous souhaitez répondre, poser des questions, réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, Georges Kuzmanovic, membre du comité de rédaction de Fréquence Populaire et président de République Souveraine, était à Kazan pour le sommet des BRICS, ces pays qui ont choisi de ne pas s'aligner sur les États-Unis et de montrer qu'ils sont forts, d'abord démographiquement, économiquement. Il y avait quand même une volonté de la part de Vladimir Poutine, c'était aussi, sans le dire, de présenter une sortie pour la guerre d'Ukraine, non ? Puisque ça a été un sujet qui a été abordé, y compris par le secrétaire général de l'ONU, qui parlait d'une violation du droit international. Mais la volonté aussi affichée, c'est de montrer que des grandes puissances comme la Chine et l'Inde pouvaient être des forces pour accélérer un processus de paix en Ukraine. Oui, alors effectivement, Antonio Guterres n'a pas hésité à Kazan à critiquer l'invasion de l'Ukraine par la Russie et rappeler le droit international. Bon, il a été écouté poliment, je vais dire, voilà, pour faire un euphémisme. La résolution finale est assez molle également là-dessus. Il faudrait trouver une solution de paix. Bon, voilà, c'est un peu vague. Oui. Le sujet a été un peu écarté. Il n'a été abordé dans le sommet que par les questions des journalistes de CNN, oui, de CNBC et de la BBC, qui ont un peu énervé Vladimir Poutine, vous avez pu le voir, qui leur a répondu. Mais ce n'était pas vraiment le sujet des BRICS. D'ailleurs, beaucoup des pays du Sud global ne sont pas intéressés par cette guerre du tout. C'est une guerre qui nous intéresse, nous. Ils disent, mais c'est un problème européen. Vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe en République démocratique du Congo, vous n'intéressez pas à la guerre du Yémen. En gros, c'est vos affaires. Trouver une solution, mais arrêtez de vouloir nous embarquer là-dedans et de perturber le commerce international à cause de cette guerre. Bon, d'où la sortie un peu molle également sur ce sujet. Mais là aussi, il y a une sorte de piège qui est tendu à l'Occident, puisque ce qui a été repris, c'est la proposition de paix formulée par la Chine et le Brésil, qui a déjà été rejetée par Zelensky, parfois, et donc par les États-Unis. Et à nouveau, les BRICS, une sorte de tactique de l'aïkido. Et ils disent, voilà, nous on propose une solution de paix qui est évidemment, cette solution de paix, c'est une solution de paix à la chinoise, c'est fait avec un sourire et en faisant une petite courbette et en disant s'il vous plaît, mais c'est une défaite pour l'OTAN. Ouais, une défaite, mais c'est aussi... C'est accepter les conquêtes territoriales et puis que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Oui, sachant que... Mon sentiment est que, je le savais déjà, mais quand on est ici en Russie, ça se voit de manière très claire. Et il me semble que la décision a été prise par l'État russe de ne pas négocier, puisque toutes les négociations que eux ont proposées ont été refusées, et d'obtenir une capitulation sans condition de l'Ukraine, en détruisant l'armée ukrainienne, en tout cas ses capacités d'action réelle, ce qui est en train de se passer en fait sur le terrain, avec les avancées qu'on voit et les pertes massives ukrainiennes, et je crois qu'on se dirige vers ça, avec le risque. Ça nous a été dit on a fait des interviews aussi d'officiels très très bellicistes, parce qu'il y a des bellicistes, beaucoup plus bellicistes que Poutine, qui le disent clairement. Maintenant, c'est ce que s'entend à Moscou dans la haute sphère. Ils prendront tout jusqu'au Dniepr, c'est-à-dire qui inclut Kharkov, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporijjia et Odessa. C'est ça l'objectif. Mais il n'est pas obtenable militairement, parce que ça coûterait beaucoup trop d'hommes
au combat, des opérations trop longues. Par contre, dans une capitulation sans condition, vous faites ce que vous voulez. Et c'est le chemin qui est pris. Voilà. Et les BRICS n'ont pas envie de trop s'embarrasser avec cette histoire. Qui les embête comme un sparadrap qui est collé à leurs mains, mais sans plus. Alors que du côté de l'OTAN, c'est quand même une question existentielle, l'Ukraine. Hein. Donc on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures et que la vision occidentale de cette guerre est très différente de la vision des BRICS. Alors l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est une question existentielle pour la Russie. Comme a expliqué John Mearsheimer, ou avant George Kennan ou Jeffrey Sachs. C'était pas le cas pour les États-Unis et l'OTAN. C'est quand même très très loin de l'océan Atlantique. Ils auraient pu aussi bien se passer d'avoir l'Ukraine dans l'OTAN. Maintenant que tellement a été engagé, en particulier verbalement, politiquement, par les pays de l'OTAN et par l'OTAN lui-même, avec Jens Stoltenberg, le précédent secrétaire général de l'OTAN, qui déclarait cette guerre il y a des travaux. On a un petit problème parce que c'est dans les conditions du direct. On vous entend mal, il y a des travaux. On va trouver une solution dans 2 secondes. Qui a dit que c'était aussi si l'Ukraine perdait, ça serait une défaite pour l'OTAN aussi. Oui. De toute façon, oui, c'est bien le problème ici. Autre point important, vous disiez que c'était effectivement un communiqué de fin de sommet plutôt à minima assez mou. Quelles sont les prochaines étapes en fait dans la constitution de ce bloc des BRICS ? Alors, les prochaines étapes, c'est les études de rentrée des différents candidats. Dans les BRICS. C'est la poursuite. Et là, il y aura une grosse avancée, c'est sur les politiques d'investissement par la nouvelle banque de développement des BRICS, à la tête de laquelle Dilma Rousseff a été reconduite un peu en rupture avec les règles, parce que normalement ça devrait être tournant. L'année prochaine, le Brésil présidera les BRICS, ce qui rentre également comme objectif, c'est la continuité de préparer ces systèmes de paiement alternatifs, sans pour le moment les déclarer, mais ça, on a assez peu d'informations sur la concrétude de la chose. Et alors, comme il y a tout un tas de bruit à côté de moi. On vous entend très bien, là, on a réglé le problème. Okay. Ouais. Ça a été un peu réglé. Bon, parfait. Voilà, c'est ça les grandes étapes. Et encore une fois, on aura un G20 où on ira à Rio de Janeiro avec Fréquence Populaire pour suivre, qui sera au Brésil, pour voir quelle va être la réponse occidentale, même si dans le G20, il y a la Chine, l'Inde et bien sûr la Russie. Mais ça sera quand même le moment où on pourra voir quelle va être la réponse à cette proposition qui est faite d'avoir plus de place dans les institutions déjà existantes. Donc c'est ça réellement politiquement la prochaine étape. Et il y a une chose aussi qui a été marquante, c'est l'arrivée d'Erdogan, le président turc, qui c'est quand même le premier État qui est membre de l'OTAN qui vient visiter dans le format BRICS+, les BRICS, pour voir comment ça fonctionne et éventuellement y adhérer. Ce qui serait un choc colossal pour les États-Unis, puisque c'est la 2e armée de l'OTAN, faut le rappeler. Le fait est que les Turcs et Erdogan, quoi qu'on en pense, sont pragmatiques, et ça montre la présence et la manière dont se fait cette présence turque montre qu'on est déjà dans un monde multipolaire. Les Turcs ont essayé de rentrer en Europe depuis 1966. Ça ne marche pas. Mais maintenant, vu la récession dans l'Union européenne, vu l'effondrement économique... Regarde du côté des BRICS, et c'est également le cas de la Serbie, par exemple, et d'autres. Okay. Et c'est ça qui se passe. Et même on entend où ça craque un petit peu au sein de l'UE, quand on parle de la Slovaquie, de la Hongrie. C'est un peu ce son de cloche qui arrive. C'est oui, mais les investissements c'est là-bas, l'argent est là-bas, la croissance est là-bas, l'économie c'est là-bas. Bon, voilà.
Donc, très bien. Merci beaucoup. On va devoir se quitter. Merci beaucoup, Georges Kosmanovic, d'être revenu avec nous sur ce sommet des BRICS qui pourrait changer la face du monde. On va marquer une pause et se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour parler avec notre invité Marc Joly, auteur de La pensée perverse au pouvoir, édition Anamosa, du profil psychologique particulier d'Emmanuel Macron et de sa pratique du pouvoir. Si vous souhaitez poser vos questions à notre invité, réagir 0826 300 300, le standard de Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette heure jusqu'à 14h est Marc Joly, auteur de La pensée perverse au pouvoir aux éditions Anamosa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et vous avez déjà publié sur la perversion narcissique. Et il se trouve que Emmanuel Macron est un sujet d'étude particulier puisqu'il est président de la République et qu'il a une pratique perverse du pouvoir. C'est ce que vous démontrez dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce personnage clé, président de la République, qui a rendu fou jusqu'aux leaders syndicalistes, comme Laurent Berger, pourtant très calme à la CFDT, et beaucoup de commentateurs qui commencent à parler de cette perversité, de cette folie, de ce déni du réel. Voilà, pourquoi ce livre ? Parce que précisément, il y a un fait social derrière toutes ces réactions à la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a clairement quelque chose qui se joue du point de vue des sensibilités. On ne supporte pas sa manière de pratiquer le pouvoir, sa manière d'être. Et vous avez cité Laurent Berger, ça a précisément été le point de départ de mon enquête. C'est-à-dire l'observation de ce qui s'est joué durant les mobilisations contre la réforme des retraites au premier semestre de 2023. Et j'ai été surpris de voir dans les postures de Laurent Berger quelque chose qui me rappelait les postures de victimes sur lesquelles j'ai longuement enquêté dans le cadre d'une enquête sur la violence morale conjugale et la catégorie de pervers narcissiques. Je retrouvais des choses qui relèvent de la contre-manipulation, l'usage de mots comme sidération, déni. Et ce face-à-face, Laurent Berger, Emmanuel Macron m'a intéressé comme sociologue vraiment dans le sillage de mon enquête. Vraiment une enquête de longue haleine sur la circulation sociale de la catégorie de pervers narcissiques. Donc il y a un fait social dont je suis parti. Parce que en fait, toute la façon dont a géré cette contestation populaire massive contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron l'a fait par la manipulation, en mentant sciemment sur la position de Laurent Berger, sur la position de la CFDT, sur le nombre de manifestants, et puis en faisant croire que finalement il avait été réélu, donc tout le monde se tait, et puis c'est comme ça, il n'y a pas à revenir là-dessus. Et ça rend les gens fous, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est-à-dire que on sort du cadre politique, on rentre dans le cadre psychologique et les gens ont une réaction épidermique. Oui, c'est très vrai ça, le côté épidermique. Que moi personnellement j'ai jamais vraiment eu, mais j'ai constaté autour de moi l'existence de ce type de réaction chez des gens qui sont par ailleurs très modérés, qui sont des psychologues notamment, puisque j'ai enquêté dans une association, il y a beaucoup de psychologues, la manière dont ces psychologues cliniciennes parlent de Macron, c'est intéressant à essayer de comprendre pourquoi. Mais effectivement dans cette séquence-là, la fixation de Macron sur Laurent Berger voulait dire quelque chose. Parce qu'au fond, il est apparu dans le champ politique, Macron, comme une sorte d'incarnation de la deuxième gauche. Même si, par bien des aspects, il n'a rien à voir avec cette tradition politique-là, mais disons qu'il avait cette aura de deuxième gauche. Et le fait de ne pas avoir avec lui, lors de cette réforme, la CFDT, en fait, ça le renvoyait à son imposture. Et c'est la raison pour laquelle il a fait une telle fixation sur Berger qu'il l'a conduit à proférer des mensonges assez stupéfiants. C'est-à-dire vraiment des contre-vérités évidentes. Et Laurent Berger était sincèrement choqué par cette manière de faire, cette fixation et cette propension à utiliser le mensonge et le discrédit vis-à-vis de lui-même. Et je pense que le cœur du problème Macron, mais on l'abordera peut-être après, c'est que toute sa pratique du pouvoir et tout son mode de fonctionnement psychologique est fondé sur le discrédit de l'autre. Il faut toujours qu'il discrédite
l'autre, qu'il le dénigre, qu'il le disqualifie. Ou qui trouvent des boucs émissaires. On se rappelle des non-vaccinés, ceux qui voulaient emmerder. Il ne peut fonctionner que comme ça. Le Gaulois réfractaire, vous parlez des macronades, ces phrases en fait pleines de mépris qui montrent aussi une vision perverse du monde où il faut toujours pointer du doigt les plus faibles. Enfin, on a l'impression de quelqu'un qui fait du harcèlement en réalité. Ça peut évoquer ça. C'est-à-dire qu'il a toujours besoin effectivement de disqualifier, de dénigrer, d'attaquer l'autre dans son intégrité. Il attaque les liens aussi. Tout est évacué. Les liens sont évacués, l'histoire est évacuée, la profondeur historique est évacuée. Tout commence avec lui, tout est censé finir avec lui. Et donc c'est vrai que cette posture explique qu'il suscite des choses qualitativement différentes par rapport à ses prédécesseurs à l'Élysée. C'est des choses vraiment qu'on n'avait pas vues à ce niveau-là. Pas à ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu du mensonge, des promesses de campagne, des choses comme ça, mais là on a vraiment quelque chose de pervers. Ce que vous dites, en fait, le en même temps, ce qu'il a mis en scène, cette façon de dire tout et son contraire, c'est une incohérence, et vous le dites, c'est vraiment fait pour empêcher une pensée, en fait, et rendre fou, puisqu'on se rend bien compte qu'on a en face de nous un personnage qui dit tout et son contraire dans l'heure, et qui continue de le faire quand même un principe de gouvernement. Donc c'est quelque chose qui a rendu le pays aujourd'hui au bord de la crise de nerfs, pour ne parler dans une crise politique et économique absolue, mais il continue. Il continue. Et il ne peut que continuer. Parce que son mode de fonctionnement, c'est le déni. Le déni de sa propre imposture. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est présenté comme un candidat, qui allait faire de la politique autrement et qui en fait était juste habité par une quête du pouvoir folle. Et déni de sa propre faillibilité. C'est-à-dire que clairement, sa politique économique est un échec. Est un échec et il ne peut pas le reconnaître. Donc ça a donné cette séquence politique surréaliste qu'on a vue après les législatives anticipées, où il ne nomme pas un gouvernement de gauche, ce qu'il était censé faire, selon les traditions, les coutumes, et selon la logique même, et la morale d'une certaine manière. Parce qu'on a bien vu qu'il y a eu un front républicain qui s'est constitué, et que la gauche a été motrice. Donc à tout point de vue, la gauche devait se voir offrir une chance de former un gouvernement. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne supportait pas de voir remis en cause ces réformes. Et ce qu'on a vu aussi, je trouve, et c'est très violent d'une certaine manière, c'est le caractère très ténu de son bilan. Il n'y a quasiment rien. Non, quasiment rien, et le peu qui... Ah si, il y a quand même des hyper-fortunes qui ont été augmentées par je ne sais pas combien de milliards. Il a permis aux bien-nés de vivre encore mieux. Il a facilité la vie de ceux qui ont déjà des facilités dans la vie. Ça, c'est sûr. Par contre, pour 95% de la société, ce qu'il a fait est nocif. Donc... Et puis l'idée que malgré tout cette politique allait favoriser l'investissement, favoriser la croissance, etc. On a bien vu que ça n'a pas du tout fonctionné. Donc il est placé face à un échec. Il a juste baissé les impôts du capital, baissé les impôts pesant sur les plus riches, fait cette réforme des retraites d'une manière scandaleusement antidémocratique. Tout ça est susceptible d'être mis en cause assez rapidement, et il a voulu empêcher ça. Et il veut encore continuer à empêcher ça. Donc ça explique le chaos dans lequel on est actuellement. Mais le chaos aussi, c'est parce qu'il choisit la dissolution. Est-ce qu'il n'y a pas une lecture psychologique de cette dissolution après les élections européennes, qui n'ont rien à voir avec un scrutin national ou même la politique nationale, mais son parti ayant subi une nouvelle défaite, est-ce que Emmanuel Macron ne choisit pas cette dissolution pour dire vous voulez ça, et vous allez avoir ce que vous allez avoir. Et puis voilà, un côté enfant gâté qui casse tout. D'ailleurs, c'est ce que certains disent. Des déclarations en off où, en gros, il disait ils ont qu'à se démerder. Et puis, ce sera moi contre le RN. Et il n'avait pas vu venir le Front populaire, le nouveau Front populaire, ce qui a contrarié évidemment tous ses plans. Et ça renvoie à sa perversion, c'est-à-dire que comme il n'a aucune conscience de l'histoire, comme il n'a aucune conscience de la continuité historique, de la mémoire, etc., il n'a pas vu venir quelque chose de l'ordre de la réactivation d'une tradition politique forte qui est l'antifascisme, qui existe encore. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais qui existe encore. Et le Front populaire, d'abord, appelé par François Ruffin, d'ailleurs, le soir même de la dissolution, quelques minutes après, ça a été quelque chose de très fort, de très moteur, qu'il ne pouvait pas anticiper. Il ne comprend pas, en fait, ce qui se joue. Dans sa logique, il faut diviser. Et comme il a vu que la gauche était divisée pendant les européennes, il s'est dit, je vais en profiter. Alors,
Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans sa tête ? Moi, je dis souvent que, au fond, avec les manipulateurs, il ne faut pas chercher à comprendre exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'on devient, au bout d'un moment, on devient fou à essayer de comprendre une logique, une rationalité dans ce qu'ils font. Il y en a une, mais disons que pour nous, c'est difficile à comprendre parce que sa seule logique, c'est lui-même. Alors, est-ce qu'il voulait favoriser Bardella, Premier ministre, ou est-ce qu'il voulait profiter de la naïveté des électeurs de gauche qui auraient fait barrage au Rassemblement national pour voter pour les candidats macronistes, comme il en a déjà profité à 2 reprises. Ça a un peu fonctionné, hein, ce vote barrage. Ça a un peu fonctionné parce qu'ils ont limité la casse, mais en même temps, ce qui n'était pas prévu, c'est que la gauche soit en tête. Même si c'est de peu, elle était en tête. Ça, ils ne l'avaient pas anticipé. Donc on ne sait pas laquelle des 2 stratégies il visait. Dans les 2 cas, c'est du cynisme absolu. Oui. Dans les 2 cas, c'est son intérêt personnel contre les intérêts de la société et du champ politique de manière plus précise. Et du pays, parce qu'il provoque la crise, en fait. On a l'impression qu'il ne vit que de la crise. Il a besoin de ça. Ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie. Les Gilets jaunes, la réponse aux Gilets jaunes a été une catastrophe et d'une violence inouïe. Cette crise-là, il la provoque, alors que lui parle de clarification. Ben oui. Oui, ce qui est fou. C'est-à-dire, il parle de clarification pour jeter de la confusion. Ouais. Ouais, c'est vraiment la pensée perverse au pouvoir. On va marquer une courte pause avant de reprendre l'entretien avec Marc Joly, notre invité, auteur de La pensée perverse au pouvoir, édition Anamosa, pour poser vos questions, réagir. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour parler de cet étrange personnage qui est au pouvoir, Emmanuel Macron. Faut-il s'inquiéter du profil psychologique et de cette pensée perverse au pouvoir, comme l'écrit notre invité Marc Joly, chercheur au CNRS, qui a déjà travaillé sur les pervers narcissiques, la perversion narcissique, gros sujet. On voit quand même qu'il y a une limite à cette pensée perverse quand elle est dévoilée, le coup de la dissolution qui ne fonctionne pas, et au final, que fait Emmanuel Macron ? Eh bien, il laisse mariner tout le monde. Il y a les JO, on va attendre, on a le temps. Là aussi, c'était une façon de jouer avec les nerfs de tout le monde, de prendre autant de temps pour nommer un gouvernement et de laisser ceux qu'ils savaient qui allaient perdre leur poste de ministre ou Premier ministre, gérer les affaires courantes, entre guillemets, en faisant attendre tous les Français pour un gouvernement. Oui. Alors, effectivement, là, il y a un problème qui est institutionnel. Il y a un problème au niveau des institutions de la Ve République qui organisent l'irresponsabilité du président de la République. On va en parler de fait. Et Macron étant quelqu'un qui fonctionne en n'étant jamais responsable de rien, en faisant ce qu'il veut, la rencontre entre cet individu et les institutions, effectivement, font des dégâts. Font des dégâts parce que ça, en tout cas, ça oblige à prendre conscience qu'il y a un vrai souci au jeu. Et on ne peut plus l'ignorer. On ne peut plus avoir un individu seul qui a ce point de pouvoir, des pouvoirs propres ou des pouvoirs partagés, mais beaucoup de pouvoirs propres, et qui n'est finalement pas de compte à rendre. Et soit irresponsable, par exemple, sur... Oui, pardon. Mais là encore, c'est une perversion des institutions de la Ve République. Parce que si on suit à la lettre ce qu'avait voulu De Gaulle, c'était que le président ait une assise populaire, le vote direct, et puis ensuite le référendum. Le fait qu'il repassait devant la souveraineté populaire de manière régulière et pour être sanctionné. Et De Gaulle part sur un référendum. Là, on voit qu'avec les présidents successifs qui ont habité la Ve République, il n'y a jamais eu cette volonté référendaire d'en référer au peuple au moment où c'était crucial. Aujourd'hui, on a un président qui est à moins de 20% ou 20% d'opinion favorable dans les meilleurs sondages, qui met en place un gouvernement qui est vu comme illégitime par une grande majorité de Français et qui continue de faire des politiques contre l'intérêt des Français. Alors. Et rien ne permet de se défendre. C'est ça le problème de la Ve. Parce qu'on peut pervertir la Ve. Le problème de la Ve, c'est que ce sont des institutions qui fonctionnent bien si celui qui est à la tête de l'État a une éthique, un respect de l'assentiment populaire. Donc ça dépend finalement des qualités personnelles de l'individu en question. Et donc c'est un problème. Des institutions dont le bon fonctionnement dépendent des qualités personnelles de celui qui les occupe
ne sont pas des bonnes institutions. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Des bonnes institutions sont faites précisément pour empêcher des gens qui n'ont pas cet esprit démocratique de nuire. Or là, ça n'empêche en rien de nuire. Et moi, je pense qu'il y a un problème d'origine sur la Ve République. On l'évoque assez peu, je trouve, alors que c'est un vrai souci. C'est la manière dont ça s'est fait, en fait, l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça s'est fait par une manipulation quand même de la lettre des institutions. C'est-à-dire que De Gaulle fait passer un référendum en ne passant pas par la procédure prévue pour les révisions constitutionnelles dans la Constitution, parce que ça supposait de faire voter le projet de révision par les chambres. Et donc, il a utilisé l'article 11, donc il y a un article spécifiquement réservé à la révision constitutionnelle, et lui est passé par un autre article qui lui permettait de contourner la Chambre. Alors, on va dire que ça a été validé par la dissolution, qui a suivi, puisqu'il y a une motion de censure, ça a été validé par le peuple. Malgré tout, il a donné un exemple d'un usage personnel un peu manipulatoire des institutions. Et De Gaulle, effectivement, contrairement aux autres, il avait ce respect très profond de l'assentiment populaire et ce souci de vérifier cet assentiment populaire régulièrement. Et effectivement, il en a tiré les conséquences en 69, quand il a perdu le référendum sur la régionalisation et la suppression du Sénat. Mais c'est quand même un vice, je dirais un vice originel. Alors le vice originel, c'est vraiment les institutions elles-mêmes qui ne tranchent pas entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Et c'est ce vice de reconception où on déséquilibre définitivement les institutions au bénéfice du président de la République avec son élection au suffrage universel. Moi, je pense qu'il faut réformer ça. Je ne sais pas comment, c'est pas mon travail de montrer comment, mais je pense qu'il est important de rappeler quand même ce problème-là d'origine. Parce qu'ensuite, ça peut tout légitimer. Macron peut très bien se dire dans son fort intérieur, après tout, je fais ce que je veux. De Gaulle a bien révisé la Constitution en passant par l'article 11. On voit bien qu'il fait ce qu'il veut. Voilà, après tout, je puise je choisis tel article selon mon bon vouloir, etc. Mais quand ça se fait sans aucune éthique politique et sans aucun respect de la souveraineté populaire, c'est désastreux. C'est désastreux. Et il y a ce principe de responsabilité aussi, vous en parlez. Macron pris dans l'affaire Benalla, qui était une affaire d'État, qu'il a voulu là encore minimiser, devant ses troupes, immédiatement dit il n'y a qu'un seul responsable, il est devant vous. Sachant très bien qu'il était intouchable, parce que président de la République, là encore, c'est d'un cynisme sans nom, qu'a rendu fou d'ailleurs certains macronistes de la première heure, qui ont compris là toute l'imposture. Oui, alors certains très très peu en fait. Une, pour être précis, en fait. qui s'appelle Frédéric Dumas et qui en témoigne dans un beau livre, je trouve, où elle raconte son expérience assez brève dans la Macronie. Ce qu'elle décrit est assez incroyable. Je conseille de lire ce livre. Et elle, justement, elle raconte que ça a été le basculement, ce moment-là, de l'affaire Benalla. Donc, quand Macron vient voir les parlementaires à l'époque, ça s'appelait En Marche. En Marche, pour s'expliquer sur l'affaire Benalla, il était dans un silence depuis, je crois, une semaine. Il parlait pas. Le seul truc qu'il avait dit, c'est que la République est inaltérable. Donc il savait très bien le mal qu'il faisait à la République. C'était la seule réponse qu'il avait donnée en off, en passant très vite devant des micros. Mais il avait vous me le rappelez, parce que je m'en souvenais plus. Rien que ça, c'est fou. La République est inaltérable. Encore un refus de l'histoire, un refus de tenir compte du réel, etc. Bon. Et là, Frédéric Dumas, donc député En Marche, écoute Macron prendre la parole devant ses collègues. Et au début, elle se dit, tiens, il dit j'assume. C'est courageux. Et après, elle comprend que c'est une arnaque totale. Parce que précisément, il assume rien. Il dit qu'il est responsable alors qu'il sait très bien qu'il n'est pas responsable de fait, que personne ne peut aller le chercher comme il l'a dit, personne ne peut le faire. Donc c'est complètement pervers. Et réfléchissant après coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un dévoiement total des mots. Et un mot comme le mot « assumer », normalement est synonyme de conscience de ses propres responsabilités, de ses propres erreurs, une capacité à en tirer les conséquences.
est devenu dans la bouche de Macron, et d'ailleurs ça s'est diffusé dans toute la Macronie, synonyme de l'inverse. C'est circuler, il n'y a rien à voir. J'assume, j'ai le droit, donc c'est bon. Voilà, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, c'est pas du tout j'assume. Et c'est rentré dans l'usage commun. C'est vrai que c'est beaucoup utilisé maintenant. J'assume, on entend quelqu'un qui dit allez vous faire voir, j'ai pas de compte à rendre. Ouais. C'est pour ça que en fait, tout le monde devrait faire attention maintenant. Ce mot est devenu inutilisable. Mais il n'y a pas que lui, parce que on a un ministre de l'économie qui est parti, Bruno Le Maire, qui a été poussé au mensonge par Emmanuel Macron, puisque lui voulait faire apparemment un projet de loi de finances rectificative, voyant que ça dérapait sévèrement le budget. Macron l'oblige à se taire, puisque campagne des européennes. Là, on va avoir une commission d'enquête, donc on espère que Bruno Le Maire aura une parole de vérité par rapport à ça. Mais lui est capable de dire à ce moment-là qu'il a sauvé l'économie française. Oui, c'est vrai que c'est un peu absurde. Mais déjà, à partir du moment où, au plus haut sommet, il y a ce rapport à la vérité qui est complètement distordu, comment voulez-vous qu'en dessous, ça se passe bien? Tout le monde est embarqué dans ce délire. Ouais, on va en parler, tout le monde est embarqué dans le mensonge, dans le discrédit, dans le déni de la réalité. Toute la Macronie, d'une certaine manière, est prise dans cette folie, et du coup, tout le champ politique est perverti. Le jeu politique ne peut plus se dérouler normalement. Ouais, c'est ce qui fait qu'on est dans cette crise politique, c'est le mensonge à la fois, la manipulation et en fait une acceptation aussi collective. Derrière, c'est pas seulement un personnage avec une pensée perverse, c'est un système de pensée perverse. On va bien sûr y revenir, on va marquer à nouveau une courte pause et puis vous pourrez poser vos questions 0826 300 300. À tout de suite pour parler de cette pratique étrange du pouvoir par Emmanuel Macron et ses sbires. À tout de suite. Notre invité, Marc Joly, auteur de La pensée perverse au pouvoir, édition Anamosa, sur cette pratique étrange du en même temps, de la responsabilité, de cette façon de ne jamais assumer rien. C'est toujours la faute des autres qui est une marque de la perversion narcissique, de toujours reporter la faute sur l'autre. Vous parlez d'ailleurs à propos de cette imposture macronienne de décervelage, c'est-à-dire que beaucoup de ces modèles, Attal en est un, vont travailler un peu comme Emmanuel Macron sur le fait d'aimer la roublardise, d'aimer faire des coups, de jouer en fait, avec une certaine jouissance du pouvoir qu'ils ont et de cette façon d'entourlouper avec plaisir. Oui, le décervelage, c'est la conséquence et la manifestation la plus caractéristique de la pensée perverse. La pensée perverse, c'est une indifférence totale à la vérité. C'est juste, on joue avec les mots à des fins personnelles. Les mots, les discours, ce sont juste des moyens de pouvoir et des moyens de discrédit de la parole de l'autre. Donc ce sont des éléments de langage qui sont mobilisés opportunément pour toujours discréditer, disqualifier, diviser. Diviser les gens les uns avec les autres, mais diviser aussi les pensées, les relations entre des faits et des discours. C'est vraiment une entreprise qui, à un moment donné, écrase tout. Écrase tout. Et effectivement, les macronistes, leur discours reposant uniquement sur cette volonté de diviser, de dénigrer, de discréditer, conduit à des absurdités totales. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont enfermés dans des discours qui, par moments, n'ont strictement aucun sens. Ils peuvent dire une chose, son contraire. Mais on voit émerger des figures totalement improbables, de gens qui paraissent d'une rare médiocrité intellectuelle. Alors bon, Attal, lui, a une maîtrise de la communication assez bonne, ça on ne peut pas lui reconnaître, mais on sent qu'il est capable de défendre n'importe quelle idée du moment que ça lui permet d'avoir une visibilité. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a défendu à fond le pouvoir macroniste au moment de l'affaire Benalla, quand il fallait aller sur les plateaux pour taper sur les grévistes au moment des premières manifestations, au moment des ordonnances de 2017, il était là vraiment dans un dénigrement de la gréviculture qui était assez nauséabond.
Et puis après, il y a l'utilisation aussi assez obscène de cette thématique du harcèlement scolaire, alors que lui, à l'éducation, n'a rien fait. Il n'a pas répondu aux parents d'un jeune qui s'était suicidé. Il a toujours éludé les questions de la presse. Et là, il veut faire une fondation sur le harcèlement. C'est quand même d'un rare cynisme. Oui, c'est assez débectant. Pour être franc, mais vous voyez, il y a un exemple que je développe un peu dans le livre et qui n'est pas sans lien avec celui-ci. C'est l'exemple de la Civise. Donc, cette commission qui a été constituée... On a reçu souvent le juge Durand sur ce plateau. Ah oui. Eh bien, ça, c'est un exemple vraiment... C'est l'un des pires, je trouve. Oui. Donc, on demande au juge Durand, qui est vraiment... Et pour avoir enquêté dans beaucoup d'associations d'aide aux victimes, le juge Durand, c'est une personnalité qui fait l'unanimité. Tout le monde loue sa générosité, son intelligence, son honnêteté, son intégrité. Enfin, il fait beaucoup pour la cause des enfants et des mères aussi. Parce que quand on a une approche sociologiquement et juridiquement informée, on ne peut pas dissocier les deux, parce qu'il y a vraiment un problème en justice, et lui met le doigt là-dessus. Bon. Tout le monde loue son travail, il est appelé pour prendre la tête d'une commission qui va auditionner des victimes d'inceste et plus largement de violences sexuelles. Il travaille pendant 3 ans. Alors c'est suite à l'affaire Kouchner, qui mettait en cause d'ailleurs un proche de Macron, qui est Olivier Duhamel, et après coup, et c'est là où la pensée perverse rend fou, c'est qu'on se demande s'il n'a pas eu l'idée de créer cette commission pour étouffer cette proximité politique. On n'en sait rien. Mais la suite oblige à se poser ce genre de questions. Donc, ils travaillent pendant 3 ans, ils auditionnent 30 000 personnes, ils font un rapport magnifique, et suite à ça, le juge Durand est débarqué. Et la raison avancée par le pouvoir, on ne sait pas trop qui parle, mais c'est des choses qu'on lit dans la presse, c'est que le juge Durand aimerait trop la lumière des médias, venant de ces gens-là. Alors ça, c'est un exemple typique de dénigrement, de disqualification. En psychanalyse, on parle d'injection projective, mais à la rigueur, peu importe. C'est-à-dire le fait de reprocher à l'autre ce qu'on est soi-même. C'est-à-dire que clairement, c'est tout le temps ça. Cette rhétorique-là, elle apparaît souvent. Hein. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un exemple typique. Et effectivement, quand on voit Attal aller sur le terrain du harcèlement scolaire, on s'est dit, tiens, à un moment donné, il a eu ça pour se faire connaître, il a joué là-dessus. Quand il évoquait son expérience à l'école, il n'en parlait pas. Quelques années plus tôt, c'est étrange. Bon, il y a un rapport avec un avocat qui s'appelle Juan Branco, qui a fait un livre, Crépuscule, où il y a toute une partie sur Gabriel Attal. Alors, après, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage informé. Les témoignages d'autres d'ailleurs qui ont paru dans la presse, Attal n'était pas non plus le dernier pour se livrer à des jeux un peu d'adolescents qui se font du mal, que ce soit en ligne ou dans la cour de récréation, quoi. Il était assez mauvaise langue. Bon, dans un établissement très privilégié où beaucoup d'enfants de la bourgeoisie parisienne ont des problèmes un peu psychologiques et il y échappait pas. Bon, c'est un truc très malsain. Mais le voir aujourd'hui en porte-parole de la cause du harcèlement scolaire, effectivement, ça fait un peu mal au bide. Ouais, c'est assez terrible. Et puis, il y a aussi peut-être une certaine déférence, une collaboration des médias qui ne posent pas les bonnes questions. Il y a ce passage assez drôle où Emmanuel Macron, à l'époque, parlait d'ambiguïté stratégique pour la guerre en Ukraine, où il était prêt à envoyer des troupes françaises, et puis non, et puis voilà. Et puis il se retrouve interviewé par Anne-Sophie Lapix, interview très formelle, et là, il veut prouver que l'ambiguïté stratégique, c'est un truc super, ça marche, et sans le vouloir, Anne-Sophie Lapix lui explique que son explication est bidon, puisqu'en fait, il explique, regardez, vous êtes assis, bon, qu'est-ce qui me dit que vous allez vous lever? Vous pouvez le faire et tout. Elle dit, bah si, on va se lever, à la fin de l'interview, on va se lever. Et là, il est, dévoilé dans sa bêtise, puisque c'était stupide. C'est drôle. Et en fait, Anne-Sophie Lapix a juste eu une réaction normale. Mais vous me dites n'importe quoi. En fait, c'est n'importe quoi. Et elle n'a pas pu se retenir. Et alors vraiment, elle a répondu du tac au tac. Et c'est vrai que c'est assez jubilatoire, cette séquence. C'est très drôle. Mais ça montre qu'on peut dévoiler on fait son travail avec simplement une réaction humaine. En disant, mais vous exactement. dites n'importe quoi. Voilà, il suffirait de le dire. Alors, on a avec nous un auditeur, Richard, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour, Richard. Oui, bonjour.
Ouais, c'est super intéressant en fait, et c'est bien d'éclairer la machination. Mais j'ai été rassuré quand j'ai entendu que vous avez précisé que c'était un système en fait, c'est organisé. Je pense que l'opération narcissique est très efficace contre des personnes isolées. Et aujourd'hui, c'est devenu un système pour dominer un peuple qui s'est auto-isolé en fait. Et j'en cite que le Covid, hein, ils ont appliqué strictement la méthode de Crowther, hein, pour juste faire peur, faire une coalition avec des gens qui chantent toutes les institutions, ainsi de suite. Mais donc on a vraiment affaire à quelque chose d'organisé. Et ma question, c'est quoi le remède? Est-ce que quand on est victime d'un drastique, la seule solution, c'est le bon sens, et c'est peut-être aussi d'avoir des relations, des vraies relations, pas des relations au travers de réseaux ou autres, mais des gens. Et c'est peut-être ça notre gros souci, c'est qu'on est isolé, on se préoccupe de la France. Merci Richard. Oui, quelles sont les armes, les réflexes qu'on pourrait avoir? Enfin, moi, il y en a un qui me vient en tête, ça a été les Gilets jaunes. Je pense que ça a été une réaction psychologique à qu'ils viennent me chercher, puisque là, on a des gens qui ont voulu aller chercher Emmanuel Macron, hein, et ils ont pris une violence d'État, une répression sanglante sans nom, hein, ignoble en démocratie, avec des mutilés. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio également. Là encore, silence des médias, ou du moins certaines complaisances par des pratiques qui n'avaient rien de démocratique. Et puis, confiscation de la parole. Après cette crise des Gilets jaunes, qui était la réaction naturelle, hein, finalement, ce que disait Richard, des gens qui se sont remis ensemble sur des ronds-points pour dire « ça va pas, il y a un truc qui va pas, il faut qu'on fasse quelque chose ». Cahier de doléances, on dit « on va vous écouter ». Et puis, à la fin de ce processus, les cahiers de doléances sont enterrés dans la Bibliothèque nationale de France, et c'est Emmanuel Macron qui apparaît et qui va faire le grand débat, et qui se met en scène, là encore, lui tout seul, en bras de chemise, avec des gens choisis, des maires, des machins, pour confisquer la parole. C'est ça. C'est-à-dire que même quand le peuple s'organise par une réaction de rejet, hein, très rapidement, on est en 2018, il trouve la parade. Oui, avec la complicité des médias, c'est vrai que... c'est ça, je pense. Ce que disait votre auditeur est très juste, c'est-à-dire que face à la perversion, il y a un besoin de relations authentiques. De relations vraies. Et c'est vrai que ce qui est assez incroyable du point de vue des logiques sociales, c'est que ça s'est manifesté sous cette forme-là, des Gilets jaunes, dans les ronds-points, des gens qui se réunissent, qui parlent ensemble, etc. L'écrasement des Gilets jaunes, je trouve, est quelque chose, je le développe assez peu. Bon, j'y fais allusion évidemment, et il y a quelques passages où j'évoque notamment la captation de la parole par Macron, le fait qu'il prive les gens de leur propre parole et de ce qu'ils ont à dire. Et en fait, quand on fait le bilan, alors il y a des chercheurs, hein, notamment à l'Université de Bordeaux, qui travaillent sur les cahiers de doléances. Oui, c'est important. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est que au fond, ce que veulent les gens, ça tourne autour du respect du travail, des services publics, des choses assez simples en fait, autour desquelles on tourne parce qu'on ne veut pas toucher à des tout petits intérêts, puisque la politique est menée clairement au service d'une toute petite minorité. On le sait, enfin tout le monde le sait, tous les économistes, tous les sociologues, tous les observateurs le voient. Alors, donc, le souci avec Macron, c'est, et on en revient toujours à ça, c'est les pouvoirs dont il dispose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en débarrasser facilement. Je pense que le NFP, c'est pas politique ce que je dis, mais je pense que ce qu'a symbolisé le Front populaire et puis cette espèce de Front républicain qui a été totalement perverti par les macronistes, parce qu'ils l'ont fait, parti unique de la raison, et ils l'ont oublié le lendemain matin. C'est très très impressionnant. Enfin, un gars comme Darmanin, il en a profité, et puis après il a oublié. Il retape sur LFI. Alors, sans tenir un discours politique, il y a eu quelque chose de l'ordre d'un mouvement de recherche de liens, de solidarité. Il y a eu de la peur aussi, je pense, chez beaucoup de gens, notamment ceux d'origine étrangère. Macron a eu peur quand il se fait courser en Auvergne, où il y avait quand même des gilets jaunes derrière la voiture présidentielle. Alors on revient aux gilets jaunes. Parce que je pense que la peur aussi explique beaucoup des comportements d'Emmanuel Macron. Alors, au niveau de toute façon, le pervers ne peut bouger que s'il a peur pour ses intérêts matériels ou sa sécurité physique. Sinon, il ne bouge pas, il n'a aucune raison de bouger.
Donc la question, c'est comment on retisse du lien. Là, il y a un rapport récent qui est sorti sur l'état de la société française, et on sent par exemple un fort besoin d'engagement associatif. Ouais. Ça, c'est révélateur de effectivement cette quête de lien authentique. Évidemment, une méfiance très grande pour le monde politique. C'est pas étonnant. Donc, il faut arriver. Il y a deux choses. Je pense qu'il faut être très vigilant et ne pas lâcher tous ceux qui veulent réactiver la posture macronienne du dépassement. Et ils sont nombreux. Déraisonnables, etc. Ces gens-là, je pense, ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre. Et puis, il faut essayer d'encourager, de défendre tout ce qui ressemble à des processus unitaires. On va marquer une courte pause et reprendre cette interview sur la perversité au pouvoir dans un instant sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Alors on parle depuis tout à l'heure avec notre invité Marc Joly, auteur de La pensée perverse au pouvoir, en mal d'Emmanuel Macron. Or, c'est quelqu'un qui a quand même énormément de qualités. Je vais citer les mots de sa femme, Brigitte Macron, dans une interview à Paris Match en 2016. « Mon mari, addict au travail, est un chevalier, un personnage d'une autre planète qui mêle une intelligence rare à une humanité exceptionnelle. Tout est à la bonne place dans sa tête. C'est un philosophe, un acteur devenu banquier et homme politique, un écrivain qui n'a encore rien publié, et moi je garde ses manuscrits. » C'est merveilleux cette interview. On est là, avant qu'il soit élu, en pleine création médiatique du personnage Emmanuel Macron, où Brigitte, sa femme, en parle en ces termes. Oui, dans Paris Match, je crois que c'est en avril 2016, il faudrait vérifier. Ouais. Bon, ça a été assez ridiculisé, cette prise de parole. Elle a un peu rétro-pédalé en disant je me suis fait piéger. Macron a dit ma femme ne connaît pas le fonctionnement des médias, alors que ça fait 1 an qu'ils étaient en train de préparer leur affaire. Bien sûr. Au moins 1 an. Il se rendait pas compte, en fait, je pense, du ridicule. C'est qu'à ce moment-là, elle dit ça de manière très sérieuse, pensant que ça va passer. Oui. Il y a un besoin de reconnaissance. Ce couple a un besoin de reconnaissance très fort lié à sa spécificité. Oui. Voilà. On peut le comprendre, mais après le problème, c'est les effets politiques que ça a. Mais si vous voulez, ce qui est encore plus intéressant que Brigitte Macron, ce sont toutes ces élites qui l'ont trouvé formidablement intelligent. Ouais. Les Jacques Attali, les Alain Minc, qui étaient complètement gaga devant lui. Pardon ? Alain Juillet aussi, qui était secrétaire général de l'Élysée. D'accord. Oui, c'est vrai. Et là, c'est quelque chose qu'il faut creuser. C'est pourquoi ils ont eu ce sentiment-là d'avoir affaire à quelqu'un d'hors norme, alors que pour d'autres personnes qui ont un profil différent, que ce soit des chercheurs, que ce soit des, entre guillemets, des vrais intellectuels, j'aime pas trop cette expression, mais enfin, disons des gens qui travaillent vraiment, qui écrivent vraiment, beaucoup ne le prennent pas du tout au sérieux et ont vu les sbroufs tout de suite. Mais au niveau de cette élite politico-administrative liée au capitalisme financier, il est apparu comme une incarnation idéal. Parce que d'un côté, il est dans le champ économique, il est banquier, donc c'est bon. Il est passé par Bercy. Voilà, il est inspecteur des finances, donc c'est la crème de la crème. Il est très compétent, il connaît le monde économique, croit-on, parce qu'il a été banquier chez Rothschild. Et en plus de ça, il a du capital culturel. Il serait écrivain. Il serait philosophe, il serait pianiste. Donc il renvoie il n'avait pas ça en fait. C'est-à-dire que c'est une projection sur en fait une personne qui est créée, un vide quand même. On a voulu faire croire qu'il était virtuose du piano, virtuose le Mozart de la finance, qu'il était philosophe, alors qu'on apprend qu'il n'a pas fait grand-chose avec Ricoeur. Écrivain qui n'a jamais publié un livre Révolution, c'est qui est cocasse, un livre programme. Et puis d'après ce qu'on sait, le peu qu'il a écrit n'est pas publiable en fait. Mais acteur raté. Gérard Philippe. Mais si vous voulez, non mais enfant et adolescent, il avait évidemment beaucoup de qualités, mais ça a été tellement exacerbé par l'admiration que lui porte son épouse.
que, évidemment, c'est totalement ridicule. Prêt à tout pour ce pouvoir-là, qu'il a en quelque sorte emmené vers les cercles de pouvoir. Vous faites un parallèle extrêmement intéressant entre Bernard Arnault, le patron de LVMH, et Emmanuel Macron, qui sont deux chevaliers de la haute finance et du capitalisme triomphant. Mais ils ont une particularité, c'est la place de la grand-mère. Alors pour l'un, c'est Maminette, pour l'autre, c'est Manette. Mais pour les deux personnages, c'est la grand-mère qui fait figure de rôle parental, et les parents sont effacés. Bernard Arnault, dans une interview, ne parle jamais de sa mère. Emmanuel Macron parle très peu de ses parents. En revanche, c'est sa grand-mère qui l'a aidé à être celui qu'il devait être. C'est même pas. Donc il n'y a aucun lien quasiment filial. On passe à la génération d'avant. Oui. Pourquoi ? Psychologiquement, ça dit quoi ? Oui, alors bon, on n'a pas le temps de le développer, malheureusement, mais je le développe dans le livre. Paul-Claude Racamier, ce psychiatre et psychanalyste, apporte beaucoup de concepts pour comprendre ce type de personnalité. Donc un rapport aux origines qui est très complexe, un fantasme d'auto-engendrement. Il y a tout un ensemble de concepts. C'est l'Immaculée Conception, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que... Et ce qui était intéressant dans le parallèle entre Bernard Arnault et Macron, c'est que dans la conceptualisation de la pensée perverse et du décervelage par Paul-Claude Racamier, Bernard Arnault n'y est pas totalement étranger. Puisque le frère de Paul-Claude Racamier, Henri Racamier, a eu affaire. Et s'est fait avoir par des pratiques honteuses, extrêmement violentes de Bernard Arnault. Le point commun entre entre Arnault et Macron, c'est cette capacité à se présenter comme un premier communiant, quelqu'un à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, violence, et de masquer une très profonde violence. Et Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui a recours à des détectives privés, avec Scorsini, qui fait fabriquer... Il y a des faux qui ont été fabriqués, par exemple dans la prise de contrôle de LVMH par Bernard Arnault. Il se trouve que le frère de Racamier était à la tête de Louis Vuitton. Bon, c'était amusant de partir de ce point de départ, puis après de voir qu'il y a quand même des points communs entre les deux. Et notamment, excusez-moi, je finis juste très rapidement, cette propension à commettre des actes totalement immoraux, mais en ne supportant pas qu'on nous renvoie l'image de l'immoralité, du cynisme, etc. Donc, il veut gagner sur tous les plans. On va terminer avec une question de Chantal de Bastia. Bonjour. Oui, bonjour Alexis Poulain, merci de votre invité, c'est très très intéressant. Moi je voudrais simplement rappeler ce qu'avait dit un psychiatre italien en mai 2017 qui avait fait le profil psychologique de Emmanuel Macron. Bon, tout avait été dit. Et il était à peine président de la République. Alors c'est vrai que j'ai écouté l'intervention de Richard Kelrened. Si Macron est ce qu'il est, c'est parce que autour de lui, il y a les corrompus, il y a les égos surdimensionnés, il y a ceux qui sont prêts à tout, parce que de la France et du peuple de France, ils s'en foutent complètement. Moi, de mi-septembre, j'ai discuté avec des amis, j'étais prête à lancer un mouvement politique, parce que j'ai discuté avec beaucoup d'abstentionnistes. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, j'apprends par les médias alternatifs, parce que bon, les médias mainstream ne font plus leur boulot, les journalistes, je ne parle pas de Sud Radio, enfin pas de vous Alexis Poulain ou quelqu'un comme André Berkoff, qui heureusement vous êtes là et on vous en remercie. Et là j'apprends dans les médias alternatifs qu'il y a un mouvement qui va se lancer, qui va s'appeler, il me semble, Alliance Populaire. Oui. Alors j'attends de voir. On en parlera. Mais on va devoir conclure cette émission. Merci beaucoup Chantal. Merci de votre fidélité. Et oui, cette question, on l'avait évoquée tout à l'heure, on va devoir finir malheureusement, mais le besoin de se retrouver, le besoin de créer une alternative vraie, c'est vraiment ce qui a marqué ces 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, des Français qui veulent revenir vers un lien social réel, proche, et on espère qu'il pourra en sortir quelque chose de bon. Merci beaucoup Marc Joly d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre La pensée perverse au pouvoir, édition Anamosa, et la suite tout de suite sur Sud Radio.